Salut à tous. Dernière nouvelle. Et je parle du genre de nouvelles de dernière heure qui prouvent que le Moyen-Orient n'est pas seulement en train de brûler, il explose dans toutes les directions à la fois. Ce n'est pas une guerre. Ce ne sont pas deux guerres. C'est un brasier régional où Israël écrase le Hezbollah au Liban, où l'Amérique frappe des pétroliers iraniens dans le golfe d'Oman, et où des missiles iraniens foncent vers des navires de guerre américains dans le détroit d'Ormuz, tout cela le même jour. C'est une guerre sur 3 fronts qui se déroule en temps réel. L'ampleur est si grande qu'elle ne peut pas tenir dans un seul titre. En une seule journée, un pays a frappé 85 cibles dans un pays étranger, un autre pays a neutralisé 2 pétroliers ennemis en haute mer, et l'ennemi a répondu en tirant des missiles sur la marine la plus puissante de l'histoire. Ce jour-là, c'était le 9 mai 2026. Ce jour-là, Israël a lancé son attaque la plus dévastatrice contre le Hezbollah depuis le début du soi-disant cessez-le-feu. 85 sites détruits en 24 heures. La 3e frappe sur Beyrouth en 3 jours, 9 villages sommés d'évacuer ou de mourir. Et pendant que le monde regardait le Liban, les États-Unis attaquaient l'Iran dans le golfe d'Oman. 2 pétroliers iraniens neutralisés par des avions de chasse américains. Et quelques heures plus tard, l'Iran a répondu exactement comme il avait promis de le faire. Des missiles, des drones et de petites embarcations ont frappé 3 destroyers de la marine américaine dans le détroit d'Ormuz. Et au milieu de tout ce chaos, Donald Trump a regardé la caméra et a menacé de lancer quelque chose appelé Project Freedom Plus. Plus d'autre chose. Ces mots pas les miens. Plus d'autre chose. Parce que apparemment, lorsqu'une politique est déjà assez vague pour effrayer tout le monde, le seul ingrédient qui manque, c'est un suffixe marketing. Ce qui compte maintenant, c'est de comprendre exactement ce que pourraient être ces autres choses. Pourquoi un rapport divulgué de la CIA a exposé la vérité terrifiante sur la durée pendant laquelle l'Iran peut tenir? Et pourquoi la guerre que les gens croient regarder est en réalité la fusion de 3 guerres en une seule? Le lien entre les bombes israéliennes à Beyrouth et les missiles américains à Hormuz prouve que cette affaire n'a jamais concerné uniquement l'Iran ou le Hezbollah. Elle a toujours concerné l'avenir de tout le Moyen-Orient. Alors, voici ce qui s'est passé, et l'ampleur est stupéfiante. Ce matin, le 9 mai 2026, l'armée israélienne a lancé un blitz à travers le Liban qui ne peut être décrit que comme une guerre en miniature. En seulement 24 heures, les avions de combat israéliens ont frappé plus de 85 cibles du Hezbollah. 85, pas 8, pas 18. 85. Des installations de stockage d'armes réduites en ruines, des sites de production de missiles transformés en poussière, des centres de commandement anéantis, des lance-roquettes détruits avant même de pouvoir tirer un seul projectile. C'était pas un assassinat ciblé comme la frappe qui a tué Ahmad Galeb Balout 2 jours plus tôt. C'était pas une opération chirurgicale. C'était le démantèlement systématique de toute une infrastructure militaire. Le genre de campagne qui prend des mois à planifier et quelques heures à exécuter. Le genre de campagne qui dit qu'Israël en a fini avec la défense, Israël en a fini d'attendre que le Hezbollah fasse le prochain geste. Israël a décidé que la seule façon de sécuriser sa frontière nord est de détruire chaque arme, chaque dépôt, chaque installation que le Hezbollah a mis des années à construire. Et il l'a fait pendant que le monde dormait. Pendant que le monde était distrait par Hormuz, les prix du pétrole et les réunions diplomatiques à Rome, Israël a regardé tout ce bruit et a agi comme s'il n'attendait aucune permission, ni de l'Amérique, ni des Nations Unies. Le message était qu'Israël allait frapper le Hezbollah si fort et si vite qu'il ne pourrait pas se reconstruire avant des années. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Mais les 85 frappes ne sont pas limitées à des bunkers isolés dans la vallée de la Bekaa. Israël a frappé Beyrouth de nouveau, pour la 3e fois en 3 jours. Cette fois, la cible se trouvait dans le district du Chouf, à 20 km au sud de la capitale. 20 km. Ce n'est pas une escarmouche frontalière. C'est une frappe en profondeur à l'intérieur du territoire libanais. C'est un message à chaque commandant du Hezbollah qui croit être en sécurité dans les banlieues. C'est un message au gouvernement libanais selon lequel Israël ne reconnaît pas sa souveraineté lorsqu'il s'agit de traquer des terroristes.
Et c'est un message à l'Iran. Sa force par procuration au Liban est en train d'être décapitée, installation après installation. L'armée israélienne a aussi émis des avertissements d'évacuation pour 9 villages du sud du Liban, 9 villages sommés de partir immédiatement, restés à 1000 mètres de toute présence du Hezbollah ou en subir les conséquences. 1000 mètres. C'est une zone tampon massive, c'est une bande de territoire vidée par la force. C'est du nettoyage ethnique déguisé en nécessité militaire. Parce que lorsque 9 villages reçoivent l'ordre d'évacuer et que tout ce qui se trouve dans un rayon d'1 kilomètre est ensuite détruit, le Hezbollah n'est pas la seule cible. Des communautés sont effacées. Des maisons sont effacées. L'histoire est effacée. Et un désert est créé, un endroit où personne ne pourra revenir. C'est là que l'histoire devient personnelle, parce que le Hezbollah n'est pas resté assis en silence à encaisser. Le Hezbollah ne reste jamais assis en silence. Le Hezbollah a riposté. Il a lancé des roquettes et des drones contre des bases militaires israéliennes. Il a blessé 3 réservistes de Tsahal dans une attaque de drones. 3 soldats israéliens blessés par un drone du Hezbollah, le jour même où Israël affirmait dominer le champ de bataille. Et ces roquettes et ces drones ont continué d'arriver. Les sirènes d'alerte aérienne ont retenti dans tout le nord d'Israël. Les civils ont couru vers les abris. Le dôme de fer a intercepté certaines menaces, d'autres sont tombés dans des zones ouvertes, mais le message était clair. Le Hezbollah n'est pas brisé. Le Hezbollah n'est pas fini. Le Hezbollah peut encore faire saigner Israël, même pendant qu'Israël fait saigner le Liban. Et c'est le cycle de violence auquel aucun des deux camps ne peut échapper. Israël frappe plus fort, le Hezbollah riposte. Israël frappe encore plus fort, le Hezbollah riposte encore. Et à chaque round, davantage de civils meurent, davantage d'enfants, davantage d'ambulanciers, davantage de personnes qui n'ont jamais choisi la guerre, mais qui en paient quand même le prix. Le ministère libanais de la Santé a rapporté que 12 personnes avaient été tuées dans des frappes israéliennes le 7 mai seulement, dont 2 enfants et un ambulancier. L'Organisation mondiale de la santé a confirmé 152 attaques contre des établissements de santé au Liban depuis le 6 mars, 103 morts, 240 et un blessé. Les travailleurs de la santé sont traqués, les hôpitaux sont ciblés, et le monde regarde les chiffres grimper sans faire absolument rien pour les arrêter. Mais pendant qu'Israël faisait pleuvoir le feu sur le Liban, une autre guerre explosait 500 000 plus à l'est. Dans le golfe d'Oman, des avions de chasse américains ont intercepté 2 pétroliers battant pavillon iranien. 2 pétroliers neutralisés, immobilisés et empêchés d'avancer. Les États-Unis ont affirmé que ces navires tentaient de briser le blocus naval. Ils ont affirmé que les pétroliers essayaient de faire passer du pétrole en contrebande au-delà des navires de guerre américains. Et donc, les pilotes américains sont intervenus et les ont mis hors service. Pas coulés, pas détruits, mais neutralisés. Suffisamment endommagés pour ne plus pouvoir naviguer, pour ne plus pouvoir livrer leur cargaison, pour ne plus pouvoir rapporter un seul dollar au régime iranien. C'était pas la fin de l'histoire, parce que l'Iran a fait ce qu'il fait toujours lorsqu'il est frappé. Il a riposté fort, vite et sans hésitation. Quelques heures après la neutralisation de ces pétroliers, les forces iraniennes ont lancé une attaque coordonnée contre 3 destroyers de la marine américaine opérant dans le détroit d'Ormuz. C'était pas une attaque aléatoire, c'était pas un accident, c'était une réponse directe aux frappes contre les pétroliers. Les médias d'État iraniens ont été clairs, vous frappez nos navires, nous frappons les vôtres. Des drones de combat iraniens ont essaimé autour des navires américains, des missiles de croisière ont traversé le ciel, de petites embarcations remplies de gardiens de la Révolution ont foncé sur l'eau, armes au poing. La marine américaine a riposté avec tout ce qu'elle avait. Système de combat Aegis, guerre électronique, système d'armes rapprochées. Et le commandement central des États-Unis, le CENTCOM, a affirmé par la suite qu'aucun navire américain n'avait été touché, que chaque menace entrante avait été détruite. Mais le fait que l'attaque ait eu lieu, voilà le véritable sujet. Le fait que l'Iran soit prêt à échanger des coups avec la marine américaine en plein jour, voilà le véritable sujet. Le fait que ce soit
la deuxième fois en 48 heures que les forces iraniennes attaquent des navires de guerre américains, voilà le véritable sujet. Parce qu'une fois c'est un incident, deux fois c'est un schéma. Et un schéma, cela veut dire la guerre. Pas un blocus, pas un cessez-le-feu, pas un différend diplomatique, mais une guerre ouverte, non déclarée, entre les États-Unis et l'Iran. Et cette guerre se déroule pendant que Donald Trump dit à quiconque veut bien l'écouter que la paix est au coin de la rue. Dans l'univers médiatique à la Trump, la paix est toujours au coin de la rue, généralement cachée derrière la prochaine menace. L'état d'esprit de Donald Trump à ce moment est plus terrifiant que les missiles. Après la neutralisation des pétroliers, après l'attaque contre les destroyers, après que le détroit d'Ormuz est devenu, pour la deuxième journée consécutive, un champ de tir, Trump est apparu et a menacé de lancer quelque chose appelé Project Freedom Plus. Il a dit que si l'Iran n'acceptait pas un accord, Project Freedom Plus serait lancé. Puis il a ajouté 4 mots qui devraient hanter vos rêves. Comme avant, plus d'autre chose. Plus d'autre chose. Cette phrase est glaçante. Plus d'autre chose. C'est pas une doctrine. C'est une boîte mystère avec un sceau présidentiel sur le podium. Le sens demeure flou. Cela pourrait signifier une invasion terrestre. Cela pourrait signifier une campagne de bombardement plus vaste que tout ce que nous avons vu. Cela pourrait signifier une cyberattaque contre le réseau électrique iranien. Cela pourrait signifier une campagne d'assassinat contre le guide suprême. Cela pourrait signifier une frappe nucléaire. Nous ne savons pas. Trump ne l'a pas dit. Trump ne le dit jamais. Il parle en énigme. Il parle en menace. Il parle en vagues promesses de destruction qui laissent ses ennemis dans l'incertitude et ses alliés dans la confusion. Pour les porte-voix pro-Trump, ce flou sera vendu comme du génie parce qu'apparemment ne pas connaître le plan est maintenant le plan. Et cette confusion est délibérée parce qu'un président qui garde ses plans secrets peut revendiquer la victoire, peu importe ce qui arrive. S'il lance une frappe limitée, il peut dire que c'était le plus. S'il lance une guerre totale, il peut dire que c'était le plan depuis le début. Et s'il ne fait rien, il peut dire que la menace a fonctionné. C'est l'arnaque politique ultime. Et elle se joue avec des vies américaines, avec des vies iraniennes, avec celles des 20 000 marins encore coincés dans le golfe Persique, et avec l'avenir de l'économie mondiale. C'est une table de casino déguisée en sécurité nationale, sauf que les jetons sont des navires, des marchés et des vies humaines. Mais le plus inquiétant, c'est que pendant que Trump menace de plus d'autres choses, un rapport divulgué de la CIA a exposé la réalité terrifiante de cette guerre. Selon la fuite, l'Iran peut survivre encore 4 mois de blocus. 4 mois, c'est pas une nation au bord de l'effondrement. C'est une nation qui a de l'endurance. C'est une nation qui s'est préparée à cela. C'est une nation qui a stocké de la nourriture, du carburant et des médicaments. Et ce n'est pas tout. Le même rapport indique que l'Iran dispose encore de 75% de ses lanceurs mobiles de missiles opérationnels. 75% après des semaines de bombardements américains et israéliens, après des milliers de frappes d'entrantes et en province, après la destruction d'installations nucléaires et l'écrasement d'usines de missiles. L'Iran a encore les 3/4 de ses lanceurs prêts à tirer et 70% de son arsenal de missiles intact. 70%. C'est pas une armée vaincue. C'est une armée qui a absorbé les coups et qui continue de se battre. C'est une armée qui peut encore faire pleuvoir des missiles sur des bases américaines, des villes israéliennes et des champs pétrolifères saoudiens pendant des mois. Et le rapport dit quelque chose d'encore plus alarmant. L'Iran construit davantage de missiles. Il ne reconstruit pas seulement, il en construit de nouveau dans des installations souterraines, dans des usines cachées, dans des endroits que les bombes américaines n'ont pas atteints. Pendant que le blocus étrangle l'économie iranienne, l'industrie militaire de l'Iran continue de tourner, continue de produire, continue de se préparer à la longue guerre que Trump prétend déjà terminer. Rien ne dit mieux mission accomplie que l'ennemi qui continue de produire des missiles sous terre. Et cela nous amène à la révélation centrale, le lien qui relie les bombes israéliennes à Beyrouth aux missiles américains à Ormuz. Le fil qui traverse ces deux guerres révèle ce qui se passe réellement. Il ne s'agissait jamais seulement du programme nucléaire iranien. Il ne s'agissait jamais seulement des roquettes du Hezbollah.
Il ne s'agissait jamais seulement du détroit d'Ormuz. Ce ne sont que les batailles. La vraie guerre porte sur quelque chose de beaucoup plus vaste. Elle porte sur le contrôle du Moyen-Orient. Elle porte sur la question de savoir si l'Iran sera autorisé à construire un axe de résistance qui s'étend de Téhéran à Beyrouth jusqu'au Yémen. Elle porte sur la question de savoir si Israël acceptera une armée du Hezbollah à sa frontière armée de missiles iraniens. Elle porte sur la question de savoir si les États-Unis permettront à l'Iran de défier la domination américaine dans la région pétrolière la plus importante du monde. Et elle porte sur la question de savoir si l'ancien ordre, l'ordre américain, celui qui a maintenu le Golfe stable pendant 50 ans, est finalement en train de s'effondrer. Israël frappe le Hezbollah parce que le Hezbollah est le bras de l'Iran au Liban. L'Amérique frappe des pétroliers iraniens parce que les pétroliers sont la ligne de vie de l'Iran. L'Iran frappe des navires américains parce que ces navires représentent la puissance qui étrangle son économie. Et chaque frappe, chaque bombe, chaque missile est un mouvement dans une partie d'échec où l'échiquier est le Moyen-Orient et où les pièces sont des nations. Israël veut briser les forces par procuration de l'Iran avant que l'Iran puisse signer un accord qui les laisserait financer et armer. L'Amérique veut briser l'économie iranienne avant que l'Iran puisse construire une arme nucléaire qui le rendrait intouchable. Et l'Iran veut briser la volonté de l'Amérique de rester dans la région avant que les alliés de l'Amérique réalisent que la puissance américaine n'est plus ce qu'elle était. C'est la vraie guerre. C'est la guerre derrière la guerre. Et le 9 mai 2026 n'était qu'une journée de plus dans cette guerre. Une autre journée de bombes, de missiles, de menaces et de mensonges. Une autre journée où 85 sites ont été détruits, 2 pétroliers ont été neutralisés, 3 destroyers ont été attaqués et 20 000 marins sont restés coincés. Une autre journée où le président a menacé de plus d'autres choses et où la CIA a laissé fuiter un rapport prouvant qu'aucun camp n'est en train de gagner. Une autre journée où le monde s'est rapproché d'un conflit que personne ne peut contrôler et que personne ne peut arrêter. Mais la machine à slogan trouvera quand même une façon d'appeler cela de la force, parce que admettre une spirale est plus difficile que d'imprimer une nouvelle bannière. Mais la guerre ne se déroule pas seulement au Liban et à Ormuz, elle s'étend. Le Bahreïn a arrêté aujourd'hui 40 et 1 personne pour des liens avec les gardiens de la révolution iranienne, et 40 et 1 dans un pays qui accueille le quartier général régional de la marine américaine, dans un pays censé être un allié américain, dans un pays dirigé par des sunnites, mais doté d'une majorité chiite que l'Iran cultive depuis des décennies. Ces arrestations prouvent que l'influence de l'Iran est plus profonde que ce que beaucoup admettent, que l'Iran a des cellules, que l'Iran a des agents, que l'Iran a des sympathisants dans chaque pays du Golfe, en attente du signal pour s'activer. Et le Royaume-Uni vient d'annoncer qu'il envoie le HMS Dragon, un destroyer lance-missile, en Asie de l'Ouest. Le Royaume-Uni se joint à une coalition multinationale avec la France pour sécuriser le détroit d'Ormuz. Les Européens s'impliquent. Les Britanniques envoient des navires de guerre. Les Français envoient des navires. Et même s'ils affirment qu'il s'agit de protéger le transport maritime commercial, tout le monde sait ce que cela signifie réellement. Il s'agit de choisir un camp. Il s'agit de montrer à l'Iran que l'Occident est uni. Il s'agit de prouver que l'Amérique n'est pas seule. Mais il s'agit aussi de protéger les approvisionnements européens en pétrole, parce que l'Europe a besoin de ce pétrole. L'Europe a besoin de ce gaz. Et l'Europe ne restera pas tranquillement assise pendant que le détroit d'Ormuz demeure fermé. Alors maintenant, vous avez des navires américains, des navires britanniques, des navires français, tous convergeant vers le golfe Persique, tous à portée des missiles iraniens, tous des cibles potentielles dans une guerre qui s'élargit de jour en jour. Et puis, il y a le coût humain que personne ne compte. Un marin indien a été tué aujourd'hui lorsqu'un dos a pris feu près du détroit d'Ormuz.
un dos, un navire traditionnel en bois, pas un navire de guerre, pas un pétrolier, juste un bateau de pêche ou un cargo qui essayait de gagner sa vie dans des eaux devenues une zone de guerre. Et ce marin est mort parce que le détroit d'Ormuz n'est sûr pour personne. Pas pour les destroyers américains, pas pour les pétroliers iraniens, pas pour les pêcheurs indiens, pas pour qui que ce soit. L'incendie brûle encore. Les efforts de sauvetage se poursuivent et la famille de ce marin attend encore des nouvelles qui ne seront jamais bonnes. Il n'est pas une statistique, il n'est pas un chiffre. C'est un être humain qui est allé travailler ce matin et qui ne rentrera jamais chez lui. Et il n'est qu'un parmi des milliers, l'un des 20 000 membres d'équipage coincés sur 1500 navires, l'un des millions de personnes à travers le Moyen-Orient dont la vie a été détruite par une guerre que les politiciens prétendent presque terminée. La ligne de presse dit presque terminée, tandis que les voies maritimes disent même pas proche. C'est ici que cela devient personnel. Pendant que tout cela se produit, pendant qu'Israël bombarde le Liban, que l'Amérique neutralise des pétroliers et que l'Iran tire des missiles, Donald Trump publie sur les réseaux sociaux. MS Now l'a exposé aujourd'hui. Ils ont parlé d'un spectacle incohérent et clonesque, de centaines de publications. Certaines disent que la paix est proche, d'autres que la guerre arrive, certaines disent que l'accord est conclu, d'autres que l'accord est mort. Certaines disent que Project Freedom est suspendu. D'autres que Project Freedom Plus est prêt. Certaines disent qu'il aime l'Iran. D'autres qu'il détruira l'Iran. C'est la politique étrangère au bouton d'actualisation où chaque nouvelle publication tente de dépasser la contradiction précédente. Ce n'est pas une stratégie. Ce n'est pas de la diplomatie. C'est le chaos. C'est un président qui improvise au fur et à mesure, qui lance des mots contre le mur pour voir ceux qui collent, qui sèment la confusion chez ses propres alliés, dans sa propre armée et parmi son propre peuple avec des déclarations contradictoires qui changent d'heure en heure. Et quand le président des États-Unis est incohérent, quand sa politique ressemble à un spectacle clonesque, quand personne ne sait ce qu'il fera ensuite, le monde devient plus dangereux. Parce que les ennemis ne savent pas quoi croire, les alliés ne savent pas à quoi s'attendre, et l'armée ne sait pas quels ordres suivre. C'est pas du leadership, c'est de la folie. Et la folie dans le bureau ovale est l'arme la plus dangereuse de toutes. Une conférence de presse peut survivre à l'improvisation, une crise de missiles non. Alors voici où nous en sommes le 9 mai 2026. Israël a détruit 85 sites du Hezbollah en 24 heures et a frappé Beyrouth pour la 3e fois en 3 jours. 9 villages ont reçu l'ordre d'évacuer. Le Hezbollah a blessé 3 soldats israéliens et a tiré des roquettes sur des bases israéliennes. Les États-Unis ont neutralisé 2 pétroliers iraniens dans le golfe d'Oman. L'Iran a riposté en attaquant 3 destroyers américains dans le détroit d'Ormuz avec des missiles, des drones et de petites embarcations. Trump a menacé de lancer Project Freedom Plus avec plus d'autres choses. Un rapport divulgué de la CIA a indiqué que l'Iran peut survivre 4 mois de plus et conserve encore 75% de ses lanceurs et 70% de ses missiles. Le Bahreïn a arrêté 41 personnes liées à l'Iran. La Grande-Bretagne envoie le HMS Dragon dans le Golfe. Un marin indien est mort dans l'incendie d'un dos. 20 000 membres d'équipage sont toujours coincés. Et le président des États-Unis publie sur les réseaux sociaux pendant que le monde brûle. Certaines administrations gèrent les crises. Celles-ci semblent déterminées à leur donner une marque avant même de les comprendre. Un dernier point compte plus que tout. Le lien entre la guerre d'Israël au Liban et la guerre de l'Amérique contre l'Iran n'est pas seulement politique. Il n'est pas seulement stratégique. Il est personnel. Parce que les mêmes missiles iraniens qui visent des destroyers américains à Hormuz sont construits dans des usines qui approvisionnent le Hezbollah au Liban. Le même argent iranien qui finance les roquettes du Hezbollah provient du pétrole bloqué par les navires de guerre américains. Les mêmes renseignements israéliens qui ciblent les commandants du Hezbollah à Beyrouth sont partagés avec les forces américaines qui ciblent les bases iraniennes. Ce ne sont pas des guerres séparées. C'est une seule guerre sur 2 fronts. Et lorsqu'une guerre sur 2 fronts est menée, la force est divisée, l'attention est divisée, les ressources sont divisées. Et l'ennemi reçoit la possibilité de tenir plus longtemps que la campagne. Israël
et l'Amérique combattent l'Iran et le Hezbollah sur 2 fronts. Mais l'Iran et le Hezbollah combattent chacun sur un seul front. Ils défendent leur propre territoire, ils combattent sur leur propre terrain. Et ils sont prêts à absorber des coups qui briseraient n'importe quelle nation occidentale. C'est pourquoi la CIA affirme que l'Iran peut survivre encore 4 mois, c'est pourquoi le Hezbollah peut encore tirer des roquettes après la destruction de 85 sites. C'est pourquoi cette guerre ne se termine pas. Elle s'approfondit, elle s'élargit, et elle devient le genre de conflit qui définit une génération. Tout le monde doit savoir que le 9 mai 2026, Israël a détruit 85 cibles au Liban pendant que l'Amérique et l'Iran échangeaient des coups dans le détroit d'Ormuz. Ils doivent savoir que 20 000 marins sont toujours coincés. Ils doivent savoir qu'une fuite de la CIA indique que l'Iran ne cède pas. Ils doivent savoir que Trump menace de plus d'autre chose pendant qu'il publie des tirades incohérentes en ligne. Et ils doivent savoir que la prochaine explosion pourrait être celle qui transformera une guerre régionale en catastrophe mondiale. Quand les signaux d'alarme sont aussi forts, les traités de fausses nouvelles n'est pas une stratégie, c'est simplement porter des bouchons d'oreille pendant une alarme incendie. La première grande question est de savoir si la stratégie d'Israël, qui consiste à détruire 85 sites du Hezbollah en 24 heures, brisera réellement le groupe militant, ou si elle ne fera que le pousser à se battre plus fort et plus longtemps. La deuxième question est de savoir si un marin américain à bord d'un destroyer dans le détroit d'Ormuz, voyant des missiles iraniens foncer vers son navire, soutiendrait l'escalade de Project Freedom plus de Trump ou exigerait immédiatement une solution diplomatique. Et la troisième question est de savoir combien de temps encore les États-Unis pourront maintenir cette guerre avant que l'économie américaine et le peuple américain disent que c'en est assez, surtout alors que la CIA affirme que l'Iran peut survivre encore 4 mois de blocus et construit davantage de missiles. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt